Bienvenue dans votre magazine Face au pouvoir, ce magazine qui sera mis en ligne sur YouTube. Alors, ce mercredi, nous recevons pour vous Maître Guillaume Monjolo, qui est l'un des cadres de la majorité présidentielle, qui porte notamment plusieurs casquettes, maître. Il se sent plus à l'aise quand on dit qu'il est écrivain, philosophe, tout ça, ce sont vos qualités. Mais on n'oublie pas aussi que vous êtes le rapporteur adjoint et le porte-parole de l'ABCE, un regroupement de la majorité présidentielle qui se retrouve au FCC. Et en même temps, vous êtes le secrétaire général au ULDC. Bienvenue à vous, maître. Merci, merci madame. Alors, l'actualité oblige, nous parlons inclusivité des élections. Vous êtes sans ignorer, le 23 décembre, la CENI va déjà lancer le coup pour que nous allons aux élections. Alors, le dauphin du FCC suscite une avalanche dans la classe politique. Quelle est votre réaction? Bon, déjà, les dauphins me posent problème en termes de notion de dauphin. Nous ne sommes pas dans un régime qui organise le dauphinat. C'est une appellation, me semble-t-il, malheureuse. C'est les candidats du FCC devront... Ce qu'on devrait dire, c'est les candidats du FCC. Et ils posent problème en quoi? Je ne sais pas très bien en quoi pose-t-il problème. C'est un candidat qui a les profils requis et qui, en rigueur des textes qui nous régulent, c'est-à-dire la charte de la MP d'une part en ce qui nous concerne nous, ULDC et par suite ABCE, dispose, enfin cette charte dispose qu'il y aura un candidat unique pour la majorité présidentielle. Cette même idée, cette même disposition est répercutée au FCC, qui dit voilà, il y aura un seul candidat pour le FCC. Et ce candidat-là a été désigné par des mécanismes précis, organisés autour du chef de l'État, admis par tous, ce qui donne la personne de M. Chadari comme étant notre candidat naturel à ces élections, en contradiction de ce qu'on avait pensé, en disant que Joseph Kabila allait se représenter, ce qui n'est pas le cas. Je pense qu'on aurait commencé par applaudir en disant « nous nous sommes trompés ». Nous nous sommes trompés largement, et nous, certains Congolais, qui sommes animés par la passion triste, avec nos soutiens occidentaux, qui voulaient absolument en finir avec ces Congos de Lumumba, qui n'a jamais été à leur goût. Voilà, ça n'a pas marché. Je pense qu'il faut quand même applaudir, qu'effectivement les choses continuent dans le sens de ce que nous ont laissé nos ancêtres. Et quelque part, je dis que Dieu est congolais. Pour que ce peuple se relève toujours, quand on a envie de pouvoir l'éteindre ou l'anéantir, on l'a fait avec les mains coupées assez largement, où la moitié de la population a été massacrée. Et nous nous sommes relevés. On a eu une colonisation très très dure, nous nous sommes relevés. On a tué notre démocratie à travers notre leader naturel, Lumumba. Nous nous sommes relevés. Quand vous dites qu'on a tué la démocratie à travers Lumumba, vous accusez qui, l'opposition à ce moment-là? Non, c'est-à-dire que vous savez, ce qui est assez délicat dans notre pays, c'est que très souvent, ceux qui veulent entrer en RDC entrent par la porte de certains Congolais. Ils n'entrent pas seuls. Ils justifient leur démarche à travers certaines frustrations de certains Congolais. Donc il aura fallu qu'on en tire des leçons, mais qu'on n'a pas tiré jusqu'à aujourd'hui. De la même façon que ce pays a été découpé en trois, qu'on s'en souvienne, 1998. Joseph Kabila a décidé de faire les choses autrement. Apaiser les autres, partager le pouvoir pour faire la réunification. Donc je pense que ce que vous dites par rapport à ce que les gens pensent serait de nature à consolider cette idée de découper ce pays absolument, sinon la procédure congolaise engagée pour son devenir n'intéresse personne. Alors il y a une autre question qui me passe dans l'esprit. Quels étaient les critériums justement lorsque vous déposiez vos 4 noms demandés pour le dauphin? Y avait-il un critérium sur lequel qui a fait sortir Emmanuel Chadari? Bon, c'est-à-dire les critériums n'avaient pas été fixés. Dans le coulisses, on parlait d'Obaminako, on parlait de Matata Ponyo, subitement on a vu, beaucoup étaient étonnés de voir, comme on l'appelle souvent, l'orateur du coup sur coup surgir comme dauphin. C'était un peu fort. Quel était le critérium qui a fait que Chadari a été choisi par rapport à Matata Ponyo, Obaminako qui circulait déjà sur les réseaux sociaux? Mais quand vous regardez les 11 critères qui avaient été déterminés par le chef de l'État, vous verrez très bien que la personne choisie correspond à ces critères-là. Il y a la loyauté, il y a la dignité de soi, il y a la protection de la souveraineté
il y a aussi l'essence de l'autorité, de la gestion. Il y a un certain nombre de critères qui rencontrent M. El Shadari. Et par conséquent, il répond aux critères. Écoutez, on a eu une histoire de la sécurité ici, de l'insécurité dans l'espace Kasaï, très grave avec Kamina Nsapou. Moi, j'ai eu l'opportunité, à cette occasion-là, lorsqu'il s'est tenu la conférence sur la paix et la réconciliation, conduite par le chef de l'État lui-même, en personne. Et les capitaines des opérations, c'était M. Shadari. À l'époque encore, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il m'a désigné personnellement. Je ne suis pas du PPRD. Je suis un acteur politique de la majorité, mais il paraît que ce que j'aimais comme opinion sont plus de l'ordre de la vérité, même si je suis vilipendé matin, midi et soir. Mais simplement, je suis toujours dans ce qu'on appelle, que j'ai conceptualisé, les ajustements raisonnables. Nous sommes fils d'un même pays, ça ne sert à rien de nous attaquer lorsqu'il faut trouver des solutions de manière apaisée. C'est ce que j'ai toujours proclamé. Je célèbre la vie en tant que catholique chrétien, et par conséquent, il me semble qu'il a trouvé peut-être en moi cette dimension-là d'apaisement, et m'a proposé de piloter une commission sur la prise en charge humanitaire de ceux qui avaient souffert de ces affres-là. Donc voyez-vous, cette capacité de pouvoir aller chercher du personnel politique pour une action précise, pas en tenant compte d'une obédience quelconque, obédience partisane, ou en tenant compte d'une origine quelconque, mais simplement des compétences d'ordre plutôt raisonnable. Il s'avère aussi que j'avais accompagné le ministre Rameau Tshibanda plusieurs fois dans la gestion de conflits, notamment en ce qui concerne le CNDP dans un premier temps et par la suite avec les M23, et dans la zone australe, j'ai travaillé pendant très longtemps. Donc j'ai une petite notoriété dans la gestion de conflits, et par conséquent, lorsque c'est lui qui est devenu notre candidat naturel, vous choisissez, vous dites c'est un grand homme, au sens ancien du terme, pas au sens actuel où les grands hommes est lié à la fortune, à la puissance militaire personnelle, à la milice qui peut l'élever. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la vision globale par rapport à une entité politique qui est la nôtre. Et du respect de soi, la dignité, n'est pas se soumettre à l'autorité étrangère. Voilà les critères qui sont là. Maintenant, vous avez cité d'autres candidats au poste ou à la désignation. Il est vrai que la majorité présidentielle recèle l'essentiel ou vraiment des cadres extrêmement importants, mais bon, il n'y a qu'une seule place. Malheureusement, j'aurais pu vous citer aussi Rameau Tshibanda, pourquoi pas? Voyez-vous? Oui. Donc, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs, mais les DGT, c'est tombé sur M. Shadari, qui répond à un certain nombre de critères, et voilà, il a été désigné. Il me semble que c'est un très bon choix. Et nous l'avons soutenu en tant qu'ABCE directement, en tant que ULDC, je maintiens de nouveau. Quand on a pris la nouvelle, j'étais assis à côté de l'autorité morale de l'ULDC, le ministre Rameau Tshibanda. On en a discuté. On a estimé que c'est vraiment la personne qui avait le profil en temps actuel. En temps actuel, c'est nécessaire d'avoir ce profil-là. Donc, quand vous dites c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, en ce moment où la RDC traverse cette crise, la question que je me dis simplement, c'était une façon que vous, ou le chef de l'État l'a récompensé pour les services qu'il a fait pour Kamina Nsapou. Je veux peut-être chuter ou quitter ce chapitre pour aller aussi vers la SADC. Vous savez que la SADC a tenu comment je dirais, le sommet de la CIRGL, mais on a salué certaines avancées, notamment le fait que le chef de l'État a respecté la Constitution quand il a dit que je respectais la Constitution, qu'il ne se représenterait pas. On a un dauphin qui est là, mais la question qu'on se pose sur le plan sécuritaire, est-ce que Shadari fera face aux incursions sur le territoire congolais? Mais Shadari, je viens de dire ici, a fait face... Kamina Nsapou n'est pas égal aux ADF. Mais en fait, apparemment, vous n'avez pas appréhendé la teneur de ce qui s'est passé dans l'espace Kasaï. Si. Non, parce que j'étais sur place. Combien d'années dure la guerre à l'Est? Oui, mais vous avez deux choses différentes. Vous avez des milices étrangères criminelles qui viennent pour piller les minerais. Et au passage, commettent énormément de souffrances aux populations qui sont les nôtres.
et qui se déplacent de manière ponctuelle. Ici, vous avez une milice qui a récupéré de manière quasi politique la situation locale, les souffrances locales, pour en faire un outil à la fois de guerre et de propagande. Quand vous avez des populations qui avaient choisi, pour la plupart d'entre elles, d'être collées à l'opposition, sans justifier pourquoi on est collé à l'opposition, depuis la nuit des temps, depuis même que Joseph Kabila ne soit né. Il y a des gens qui étaient dans l'opposition dans l'espace Kasaï. Ces gens-là naissent, certaines, ces personnes-là naissent dans l'opposition, grandissent dans l'opposition, vivent dans l'opposition. Alors vous leur donnez l'opportunité, un rêve, plutôt un cauchemar, en disant il suffit de faire ceci par la magie, puisqu'il s'agissait de la magie, pour résoudre vos problèmes en faisant partie de Kabila. Ben, comme un seul homme, il s'engouffre dans cette brèche et commet des dégâts énormes. Madame, dites-vous bien, quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'espace Kasaï, c'est au-delà de la conception humaine. Lorsque on découpe quelqu'un vivant, c'est-à-dire qu'on commence par les ventres, vous êtes vivant, vous voyez ce qu'on vous fait, on vous ouvre les ventres, on sort, vous restez toujours vivant. Vous devez souffrir de ça. Il fallait voir ce qui s'est passé. Ça n'a strictement rien à voir avec les effets de guerre simples. Lorsque on impose à un enfant, un garçon, de violer sa propre mère, et après on les tue tous les deux, enlacés, vous appelez ça comment? C'est inhumain. On a atteint l'inhumanité. C'est quelque chose d'extrêmement inexplicable, en fait, grave et inexplicable. Et M. Shadary a pris le temps d'observer, de réfléchir avec les autres, d'entendre les conseils les uns des autres. Il n'est pas du Kasaï, mais il a résolu le problème. C'est bien plus grave qu'on ne le pense, surtout à Kinshasa où dans les beaux salons on discute minerais, comment entrer en RDC, comment ne pas faire les élections. Là c'est factuel, c'est la réalité physique, charnelle de la RDC qu'on a vécue. Un exemple, je ne vais pas tirer la couverture vers moi. On m'appelle en me faisant des photos parce qu'il y a un policier, membre de ma famille, un cousin germain, à Kalamambouji, à la frontière. On était en train de trancher la tête. On faisait des photos, mais on me les envoyait. Vous faites comment? Parce que c'était un simple policier de village. Vous voyez pourquoi je dis attention, n'écoutez pas les sons de cloche des salons. Ceux qui savent tout, qui tirent l'essentiel de leur discours, de ce qu'on leur a dit dans les ambassades. Est-ce que les systèmes, les régimes, ce qu'on vit en RDC est parfait à 100%? Non. Il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui se comportent mal, c'est une réalité. Mais simplement, il ne faut pas grossir les traits pour s'attirer la sympathie ou pour soutenir des thèses étrangères à la RDC. Alors, l'opposition demande à ce qu'on revienne au préalable avant qu'ils aillent le 23 décembre. À ce stade, pensez-vous que cela est utile, d'autant plus qu'on a vu plus de 20 candidats sortant de l'opposition qui ont déposé leur candidature pour la présidentielle. Ils ont aligné pour les nationales et pour les provinciales et réclamé encore en cet instant particulier, dire que si la CENI ne revient pas sur le préalable, ils n'iront pas aux élections. Quelle est votre approche face à cette réaction de l'opposition? L'accord passé à la CENCO exige que c'est en consultation tripartite avec les SENSA et les gouvernements qui détermineront oui ou non. C'est ça le mécanisme. Maintenant, qu'un groupe de gens non préparés, qui ne s'attendaient pas aux élections parce que ils prévoyaient que Kabila allait se représenter pour le troisième mandat pour permettre la déflagration de la République au profit de leur mentor. Ça n'a pas fonctionné. Donc ils ne sont pas prêts pour les élections. Comment voulez-vous sincèrement, madame, une mosaïque comme ce qu'on voit là au niveau de l'opposition, qui nous présente 24 candidats? Est-ce que c'est sérieux ça? Y compris des candidats de quartier. Les gens qui sont à mesure à peine de prendre 2-3 000 voix chez eux dans leur quartier sont candidats à la présidentielle. C'est une forfaiture. Bon, maintenant, les plus grands opposants de tous les temps, parce que quelque part c'était son métier, Étienne Tshisekedi avait dit qu'il n'irait pas aux élections en 2006 et alors il n'a pas été. Il suffirait que la CENI, moi je me fie à la CENI, qui est un arbitre qui n'a rien à voir avec
Quel arbitre que la majorité présidentielle tire sur les ficelles. Oh, vous savez, ça c'est une opinion, malheureusement, elle est d'ordre politique, c'est pas la vérité. Parménide nous dit, faites la différence entre la vérité, donc la raison, et les opinions. Ça sont des opinions, donc ça n'a aucun intérêt. Il y a une loi fondamentale, notre constitution fixe que la CENI est indépendante. Alors s'il faut démentir la loi fondamentale au profit des on-dit de la rue et des frustrations de cette nature-là, bon, ça c'est un autre sujet. Mais moi j'estime que je me fie à ce que dira la CENI. Si elle nous dit, moi elle m'a dit, la CENI m'a dit en 2006 que je n'avais pas gagné, ben, j'ai accepté. En 2011, la même CENI, alors que j'avais plus ou moins 12 000 voix entre les mains avec toutes les preuves, on m'a dit que je n'avais pas gagné parce que tout simplement, la personne qui était habilitée à pouvoir me représenter en justice n'avait pas qualité. J'ai été défenestré, je me suis plié. C'est la CENI. Pourtant, je suis du pouvoir. Attendez, je suis de la majorité présidentielle et on ne m'a pas donné mon siège. Qu'on ira aux élections le 23 décembre, on n'ira pas. Si on doit y aller, on ira. Selon les modalités fixées par la CENI. Alors, ceux qui ne veulent pas y aller, resteront comme l'UDPS était resté en 2006. Et on ira aux élections. La RDC continuera à fonctionner. Les dieux du Congo qui a fait qu'après les mains coupées, nous continuons à vivre, nous vivrons toujours. Les dieux du Congo qui a fait qu'après la mort de Lumumba, nous continuons à vivre, nous vivrons toujours. Les dieux du Congo qui a fait que les pays découpés en 3 soirs réunis après Sun City pour en faire l'état actuel, nous permettra de continuer toujours. Donc moi, je n'ai pas de souci, je crois en mon Dieu, au Dieu noir de la RDC. C'est celui-là en qui je crois, qui nous a permis jusqu'aujourd'hui de nous donner un pays, de nous doter d'un pays magnifique, merveilleux, qui est la centralité, les centres du monde, parce que nous restons des matières premières nécessaires à la transition énergétique. J'entends ici le cobalt et le coltan, et que personne n'est là. Nous sommes le point de départ des mathématiques. Nous devons être fiers d'être ça plutôt que de regarder. On a dit, X a dit, la SADC, entre guillemets, a dit, l'autre a dit. Non, mais la RDC a dit quoi? Cette question n'est jamais posée. Que pense la RDC? Comment ça gronde en dessous? Cette fierté d'être Congolais, elle est où cette fierté-là? Pourquoi est-ce que ma fierté doit être tirée de la position donnée par un vierge quelconque quelque part aux États-Unis qui s'appelle Cohen? Je dis, écoutez, c'est une humiliation. C'est qu'Étienne Dlabossi appelait la servitude volontaire. Tu dis, je suis un être humain, si on me reconnaît, oh, mes droits ne doivent être reconnus que quand Cohen aura dit, oui, il faut lui reconnaître ses droits. C'est du grand n'importe quoi. Voyez-vous, madame, il faut sortir de là. Alors, maître, vous tirez les accords de la Saint-Sylvestre pour la CENI. Je veux vous ramener toujours aux accords de la Saint-Sylvestre qui parlent de la décrispation. Où en sommes-nous avec ce chapitre? Pourquoi refuser l'accès à Moïse Katumbi de retourner? Puisque si la CENI doit s'en tenir à l'accord de la Saint-Sylvestre, je pense très bien qu'il faudra que les amis de FCC de la majorité puissent laisser Moïse Katumbi retourner au pays. C'est aussi dans les accords de la Saint-Sylvestre. Le problème, c'est qu'on ne peut pas focaliser, centraliser la vie de la République sur un individu, célèbre soit-il. Ces messieurs, oui, mais je veux bien, les accords de Saint-Sylvestre ne reconnaissent pas ou ne méconnaissent pas la loi. On ne dit pas que les accords sont supérieurs à la loi. On dit que les accords doivent se conformer à la loi, notamment à la loi fondamentale. Il y a des dispositions précises par rapport au statut, à nos statuts à nous. Madame, quand vous arrivez à la frontière, vous, Congolaises, des pères et des mères d'origine, avec la couleur qui va avec, même avec la langue, on vous demande vos papiers. C'est pas dit que vous n'êtes pas Congolaise. On doit vérifier si vous l'êtes encore ou pas. Alors vous présentez devant l'agent qui doit vous recevoir. Il regarde, il vérifie comment vous êtes sorti, comment vous rentrez, tout ça. Et puis on fait rentrer. N'est-ce pas? C'est ça la procédure, dans le monde entier. Alors, ces messieurs-là, on a appris, tous, qu'ils détenaient encore un passeport congolais, semi-biométrique, qui aurait été falsifié et retenu par les Belges. Ce qui fait qu'ils devaient entamer une procédure en Belgique, près de notre ambassade, pour avoir un document, sortir de là pour venir à la frontière. En effet, que un tel lieu. Que l'ambassade du Congo en Belgique a refusé justement toutes ces procédures. Faux et archi-faux. Vous tirez toujours de la ficelle de votre... Mais non, attendez. Faux et archi-faux, d'une part par rapport à la Belgique, et finalement, il s'est retrouvé comment, en quittant la Belgique,
vers l'Afrique du Sud. Comment? Avec quel document? Ça serait le seul individu de la planète qui peut se déplacer comme ça d'un endroit à l'autre sans qu'on puisse lui exiger de présenter ses papiers. Le seul. C'est les maîtres du monde, à qui on doit tout sur la planète. Il y a un problème là-dessus. Arrivé en Afrique du Sud, il doit prendre son avion pour venir en RDC. Non seulement il ne sollicite pas l'atterrissage à l'institution consacrée à cette fin, c'est-à-dire à l'aviation civile, il adresse une correspondance au maire de la ville de Lubumbashi. Ce qui est, mais juridiquement et administrativement impensable. Mais encore, madame, j'appelle personnellement, il est là, on peut vérifier, vous êtes les médias. Donc finalement, quand il se pointe à la frontière entre, d'abord, au poste frontalier de la Zambie, pas de la RDC, parce qu'il faut d'abord traverser ce poste frontalier avant d'arriver en RDC. Qu'avait-il exhibé comme document? A-t-il traversé ce poste frontalier? Il me semble que non. Vous avez des images dans la zone neutre côté Zambie qu'on fait passer pour des images au niveau de Kasumbalesa, côté RDC. C'est faux. Parce que quand vous arrivez à la frontière, les premiers éléments qu'on vous demandera, c'est votre document. Peu importe lesquels, mais en tout cas les documents qui vous permettent d'accéder à un territoire. C'est une frontière, ça s'appelle frontière. Avant Schengen, on a vécu ça en Europe, matin, midi et soir. À n'importe quelle frontière, vous devez exiger votre document, exhiber votre document. Je souhaiterais savoir quel est le document qu'il avait, dans la mesure où il n'a pas été à notre ambassade sollicité d'un tel lieu, ni à Bruxelles, ni à Pretoria. Et que son passeport, supposé falsifié, entre guillemets, est retenu par les Belges. Je veux bien qu'on laisse venir quelqu'un, mais si il n'est pas dans les conditions pour arriver, qui remplisse d'abord ces conditions-là? Qui remplit ces conditions-là? Je l'ai vu une seule fois à l'ambassade, mais quand il est parti à l'ambassade, il avait déjà un passeport sur lui. C'est le passeport qu'on a trouvé dernièrement. Je pense que là aussi, il y a à boire et à manger, il faut faire attention. Et la gestion de la République, c'est sérieux, c'est pas du folklore, c'est pas d'aventure, c'est pas du théâtre, c'est pas l'apitoiement sur soi, ça n'a aucun intérêt. Ici, il faut rester dans ce qui est réglementaire. Il me semble que les statuts personnels, l'identité, la nationalité, tout est réglementé. Et les passages d'une frontière à l'autre est réglementé aussi. Il n'y a pas de sauf-conduit ou des passe-droits au motif que vous êtes célèbre. Je suis désolé, c'est pas comme ça. Comme je ne suis pas un idolâtre, c'est vrai que peut-être je suis mal positionné, disposé à parler de ce genre de choses, parce que je ne connais pas l'idolâtrie. J'ai du respect pour les gens, j'ai du respect pour mon chef de l'État, le président de la République, élu par les Congolais. Mais vous ne me verrez pas en train de faire l'idolâtrie. Ce qui fait que je ne comprends pas qu'on puisse idolâtrer quelqu'un qui a pour attitude permanente d'enfreindre les règles de la République. Alors, Maître Guillaume Manjolo, le 23 décembre, nous irons à l'élection. Vous êtes rapporteur adjoint, comme vous l'avez dit, d'une plateforme, la BCE, en même temps porte-parole. Avez-vous aligné suffisamment des députés pour arriver à décrocher un grand nombre de sièges à pourvoir, surtout qu'il y a 500 sièges pour le national et puis plus de 700 pour le provincial. Pensez-vous arriver à décrocher suffisamment des députés pour cette course? Nous avons regardé la partie Est, ceux qui avaient pignon sur rue, au niveau de la province orientale, les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Maniema et les Katanga, et puis au niveau du centre, au niveau du nord-ouest, ouest, c'est ce qu'on a regardé. Alors, il fallait qu'on commence par identifier ceux qui avaient la passion pour la République, membres de la majorité, qui croyaient en cette nécessité de célébrer la vie sans cesse, célébrer la dignité de la RDC sans cesse, et capable de comprendre qu'effectivement, notre voix était identitaire, quelque part, identitaire, j'entends bien, quelque part, et en même temps de la souveraineté. Donc, on s'est retrouvé avec M. Matenda, le professeur Matenda, Athanase, pour les Maniema, pour l'espace Kivu, on a M. Boulambo,
on a M. Moirabou, on a d'autres personnalités au niveau du Nord Kivu, on a au niveau de la province orientale l'ancienne configuration M. Darouezi, au niveau du Katanga on a A.G. Matembo, qui est le rapporteur principal, moi je suis l'adjoint, mais je suis porte-parole. Au centre du pays, on a Ramochi Banda en personne et M. l'ambassadeur Baka Fonsenda, Mutombo. Et on a aussi d'autres cadres que vous ne connaissez pas directement parce que bon, ce sont des partis politiques qui sont formés autour de certaines grandes personnalités qui sont aussi là. On a au niveau de l'espace Bandundu, dans la partie sud, Kwilu, notre ami qui a pris d'autres positions aujourd'hui, Kinkei Mulumba. Au niveau du Congo, on a M. Mbosso. Et au niveau de la province, l'ancienne configuration de l'Équateur, on a M. Baende. Vous voyez déjà la cartographie. Ça nous permet de couvrir l'essentiel de la République. Alors, partant de là, on a aligné plus ou moins 648, si je ne m'abuse pas, au provincial, député au provincial, candidat à la députation provinciale. C'est-à-dire que cette nécessité d'atteindre le seuil au niveau national est quasi garantie. Vous savez qu'on peut avoir 2-3 grandes personnalités qui, à elles seules, couvrent le seuil national. Et bon, de 1%. Et le seuil de 3%, bon, en tout cas, ceux qu'on a alignés sur le terrain ont le potentiel nécessaire pour pouvoir... Voilà, donc on a structuré de cette façon-là, tout, et de manière très très juste, très pointilleuse et tout, et apparemment, nous pensons que ça va aller. Alors nous allons vous remercier, Maître Guillaume Manjolo, pour nous avoir accordé ce premier interview pour ce premier numéro de Face au pouvoir que vous avez reçu en votre qualité de plusieurs casquettes, communicateur de la majorité présidentielle, rapporteur adjoint et porte-parole de la BCE, secrétaire général de l'ULDC, maître en même temps penseur. Et toutes ces qualités, c'est Guillaume Manjolo, nous vous disons merci. Merci à vous, c'est quand même un peu de travail tout simplement, c'est-à-dire que c'est avoir la passion à la fois pour la pensée, je ne peux pas m'en demander de faire, ça c'est vraiment ma vraie vie, c'est d'abord la pensée. Et les actes accessoires de la vie normale pour accompagner la société de manière pratique. Donc mon métier d'avocat et dans la politique, mais je sais que ce qui me restera après m'être dépouillé de tout, ça sert à la pensée. Et ça, je rends grâce au Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de chaque fois réfléchir de manière apaisée, être à la quête sans cesse de la raison, de la vertu, pour tenter d'apporter un minimum de bonheur autour de moi, si ce n'est dans l'entité qui me sera à un moment donné, j'espère bien, donné pour gérer, et rester toujours ouvert à la critique, sans insulte. Voilà, c'était le dernier mot de Maître Guillaume Manjolo. Face au pouvoir est fini. Merci à toute l'équipe technique conduite par Lionel Kioni pour avoir réalisé ce premier numéro de Face au pouvoir.